Nos échanges et nos discussions autour de la première thématique qui nous a semblé importante aujourd'hui, donc c'est la santé des enfants protégés. Nous remercions M. Bielecki, directeur enfance-famille des Pyrénées-Atlantiques, de venir échanger avec Anouilh, chargée de mission à l'ONPE, autour de ce sujet. Je vais juste prendre les arrêtes. Je vais vous asseoir. C'est juste la flèche de droite pour passer. C'est celle-là, voilà. Bonjour, donc dans cette première séquence, on va parler de santé des enfants protégés et pour ma part, je vais vous présenter le 16e rapport au gouvernement et au Parlement de l'Observatoire national de la protection de l'enfance et commencer en rappelant que l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant pose le droit de tout enfant de jouir du meilleur état de santé possible et que pour cela, il est important de se situer dans une approche globale en santé. Une approche globale en santé ne se réduit pas à l'accès aux soins, mais a pour objectif de favoriser chez l'enfant, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité, de son information sur sa santé et de la prise de conscience de ses besoins en santé. Donc une approche globale en santé postule en fait une éducation à la santé auprès des enfants. Une approche globale en termes de santé, elle est également importante pour permettre le déploiement ou le renforcement de moyens disponibles pour répondre aux besoins de santé des enfants, aussi bien dans la sphère publique que privée. Et puis cette approche globale, elle est d'autant plus importante que la santé des enfants, elle est aussi fonction de la manière dont les enfants se sentent au quotidien dans leur environnement familial et social. Alors, au regard de cet enjeu qu'est la santé pour l'avenir des enfants, l'Observatoire national de la protection de l'enfance a donc conduit récemment, on l'a déjà un petit peu entendu, un ensemble de travaux sur ce sujet. Vous m'entendez mieux? Oui, excusez-moi. Ça ira quand même. Bon, c'était une introduction. Nous avons conduit différents travaux sur le sujet de la santé, sur lesquels va s'appuyer l'intervention. On a donc eu ce cycle de séminaires de recherche en 2021-2022 sur protection de l'enfance et santé mentale des enfants, les enjeux d'une pédopsychiatrie sociale, avec 7 séances et des communications sur une vingtaine de travaux de recherche articulés aux pratiques. Il y a eu dans la dynamique de ce séminaire la première journée nationale que Flore a évoquée de rencontre ASE pédopsychiatrie qui s'est tenue le 23 septembre dernier, que nous avons co-organisée avec la Société française de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées et dont vous trouverez les actes prochainement sur notre site. Je pense qu'on va les publier début 2023. Et puis donc ce 16e rapport de l'Observatoire national de la protection de l'enfance au gouvernement et au Parlement qui porte sur la santé des enfants protégés et qui a été remis à la secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance en juillet et à la présidente de l'Assemblée nationale en septembre. Alors ce rapport souligne que pour préserver la santé globale, somatique et psychique des enfants, il est nécessaire de les protéger lorsqu'ils sont en danger au sein de leur environnement familial. En effet, les maltraitances ont des conséquences bien identifiées aujourd'hui sur la santé des enfants et sur leur développement. En rappelant ici que l'on parle des 4 formes de maltraitance reconnues par l'OMS, les maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques et les négligences, auxquelles s'ajoute aujourd'hui l'exposition aux violences conjugales, maltraitances qui sont dans certaines situations cumulées. Oui, merci, parce que j'oublie. Donc à propos des maltraitances, on dispose des données des travaux menés par Isabelle Fréchon qui estime que 45% des enfants accueillis au titre de la protection de l'enfance seraient victimes d'une ou de plusieurs maltraitances. Ça veut dire que ce n'est probablement pas la représentation qu'on en a collectivement. Près de la moitié des enfants placés ont été victimes d'une ou de plusieurs maltraitances qui soit ont justifié leur protection, soit se révèlent en cours de protection. Donc c'est un chiffre très important et ces travaux qui datent des années 2009-2010 gagneraient à être renouvelés et étendus, comme l'indique notamment le travail qui va vous être présenté cet après-midi, que nous avons mené sur les données chiffrées sur la maltraitance. Alors une autre donnée importante dont on dispose aujourd'hui, c'est la part de la maltraitance dans la population enfantine générale. Eh bien, c'est un chiffre de 10% d'enfants victimes de maltraitance qui est avancé au niveau international.
Donc voilà pour de grandes données, bien sûr des données qui devraient être développées, précisées. Il y a tout un travail à mener, encore une fois, il sera présenté cet après-midi. Donc la connaissance chiffrée, elle reste à consolider, mais on dispose déjà de nombreuses recherches internationales qui sont d'ailleurs synthétisées dans une revue de littérature québécoise présentée dans notre rapport, qui mettent en évidence le lien entre les maltraitances subies pendant l'enfance et les problèmes de santé somatique, comme des problèmes de vision, des problèmes bucco-dentaires. Mais ces recherches établissent également des liens entre les maltraitances subies pendant l'enfance et des maladies chroniques qui peuvent perdurer à l'âge adulte, comme l'asthme, les maladies cardio-respiratoires ou encore le diabète. Les recherches françaises, elles sont moins avancées, mais elles sont de plus en plus nombreuses. En 2010, l'ONPE et son conseil scientifique avaient lancé un appel d'offres thématique dédié aux questions de santé des enfants protégés. Et cet appel a permis de rentrer plusieurs travaux qui sont disponibles en ligne, en particulier certains que vous devez connaître, la recherche dite Syntex, qui porte sur une cohorte d'enfants confiés en pouponnière avant l'âge de leurs 4 ans, et puis une grosse recherche aussi sur l'état de santé des enfants confiés dans le département de la Savoie. Alors ces travaux, ils convergent sur plusieurs résultats, étant précisé que nous disposons de données et donc de travaux sur la santé des enfants placés, mais que nous n'avons pas de données sur la santé des enfants suivis en milieu ouvert, comme de manière générale, nous manquons de données de recherche sur le milieu ouvert. Donc sur les enfants placés, on voit des données convergentes entre les travaux existants. La prévalence chez ces enfants des taux de prématurité, par exemple dans l'étude Syntex, la population connaît un taux de prématurité de 16%, ce qui est 2,5 fois supérieur au taux connu en population générale. On note aussi chez ces enfants une fréquence notable d'insuffisance pondérale et de surpoids, une forte morbidité psychiatrique, et puis une autre étude qui a suivi les 3 études financées dans le cadre de l'appel à projet, qui est une grosse étude qui porte sur une cohorte de 2500 enfants menée en Languedoc-Roussillon, a repéré une part importante d'antécédents psychiatriques ou d'addiction chez la mère. Et puis on peut noter aussi que plusieurs travaux rapportent la fréquence des troubles du langage chez les enfants confiés. Alors, je vous ai donné les données qui sont, enfin les éléments qui ressortent communs à ces études. La difficulté de ces études, c'est qu'elles n'ont pas été menées en prenant les mêmes indicateurs. Donc, on a besoin d'études épidémiologiques beaucoup plus rigoureuses. Et ça va probablement être le cas avec les programmes dont on reparlera dans cette séquence, Santé protégée et Pégase, qui sont des programmes d'intervention, mais qui comportent aussi une dimension d'étude de la santé des enfants confiés, encore une fois beaucoup plus systématique et qui nous permettra d'avoir des éléments consolidés. Il faut aussi rappeler que le Défenseur des droits estime en 2015 que 17% des enfants pris en charge au titre de la protection de l'enfance bénéficieraient d'une recommandation MDPH, un ordre de grandeur qui est confirmé par d'autres études nationales et internationales. Donc voilà pour ce qui est de la santé, on va dire, somatique. En ce qui concerne plus particulièrement la santé mentale des enfants, les recherches ont également constaté que les problématiques de souffrance psychique et des pathologies avérées et sévères sont plus fréquentes chez les enfants relevant de la protection de l'enfance, en raison notamment d'une insécurité psychique précoce et plus globalement des difficultés de leur parcours de vie. Des études montrent que la maltraitance précoce a des conséquences sur le développement cérébral, sur la gestion du stress, mais aussi sur les apprentissages. Une partie des enfants sont concernés par ce que la clinique pédopsychiatrique désigne aujourd'hui comme des psychotraumas complexes, qui sont liés à une exposition répétée et durable à des maltraitances. Tous ces travaux sont évoqués dans notre 16e rapport au gouvernement et au Parlement, et certains ont été présentés dans le cadre du séminaire de recherche que nous avons évoqué sur la santé mentale des enfants protégés. Alors, au regard de toutes ces données, nous voyons que les enfants protégés ont pour certains des besoins très élevés en termes de suivi de leur santé somatique et psychique, qui nécessitent un accompagnement spécifique ou des soins psychiques renforcés. En fait, ces données, elles viennent complètement valider la notion de besoin fondamental spécifique, de spécificité du besoin fondamental de santé des enfants protégés, notion qui est développée, je vous le rappelle, par la démarche de consensus de 2017 sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. La démarche de consensus insiste sur la spécificité des besoins des enfants protégés.
Et donc on le voit au regard de ces données sur les questions de santé. Alors du point de vue des réponses apportées à ces besoins de santé spécifiques des enfants, le rapport au gouvernement s'intéresse à des initiatives de politique publique importantes et inspirantes, comme le programme PJJ Promotrice de Santé, mais comme aussi ces 2 expérimentations qui sont en cours autour de la santé des enfants en protection de l'enfance et qui sont menées dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, donc le programme Pégase et le programme Santé Protégée, qui sera évoqué dans le 2e temps de cette séquence par M. Bielki, directeur enfance-famille des Pyrénées-Atlantiques, que je remercie particulièrement d'avoir accepté de participer à ce temps de travail. Le rapport donne également des éléments d'analyse juridique qui visent à rappeler, par exemple, le besoin d'associer chaque fois que possible les titulaires de l'autorité parentale à la prise en charge de la santé de leur enfant, avec toute la difficulté de définir en la matière ce que sont les actes usuels et les actes non usuels. Le rapport développe aussi la question du partage des informations à caractère secret, y compris les informations médicales, qui doit se faire après information de la personne intéressée, partage qui se fait lorsque ces informations sont nécessaires à l'intérêt de l'enfant. Et puis nous avons également mené l'analyse d'une dizaine de schémas départementaux sur ces questions de santé, ce qui nous a conduit à constater une préoccupation très partagée dans les départements sur la question du parcours de santé des enfants protégés, mais préoccupation qui est confrontée à des difficultés rencontrées sur les territoires, comme les listes d'attente dans les CMP, le peu de places d'hospitalisation permettant un bilan et bien d'autres obstacles. Nous avons aussi noté dans les schémas l'importance et la variété des partenariats sur les questions de santé des enfants et l'implication variable de la PMI en fonction des territoires dans le suivi intermédiaire des enfants. Enfin, le rapport contient aussi les résultats d'une enquête qui a été menée par l'Observatoire national de la protection de l'enfance auprès des départements et qui porte sur le partenariat à partir du point de vue des départements. Ce n'est pas une enquête qui donne à voir de façon exhaustive la question du partenariat, mais le point de vue des départements sur ce partenariat avec les services de pédopsychiatrie. Il en ressort notamment que lorsque les partenariats ASE pédopsychiatrie existent, ils sont rarement insérés dans un cadre formel et ils résultent souvent de liens basés sur des relations interpersonnelles. De plus, ces liens sont présentés comme trop sporadiques. Si ce partenariat apparaît particulièrement justifié dans le cadre du suivi d'enfants en grande souffrance psychique, le besoin de mieux travailler ensemble s'exprime au-delà de la gestion de ces situations particulières. Ainsi, les départements répondants regrettent que les relations de travail entre les professionnels se nouent essentiellement dans les situations d'urgence. D'autres difficultés sont exprimées, comme on l'a vu, les délais d'attente trop longs pour accéder à des consultations en pédopsychiatrie, qui témoignent d'une offre de soins insuffisante. Les interventions sont aussi jugées tardives, ce qui invite à porter une attention particulière à la prévention, au repérage des troubles psychiques et au développement de soins précoces. Alors, au moment de la première journée nationale de rencontres ASE pédopsychiatrie, donc le 23 septembre dernier, ont pu être présentées des expériences inspirantes de partenariat entre services d'ASE et de pédopsychiatrie. Nous avons choisi de mettre l'accent sur des expériences positives et réussies de partenariat, avec des prises en charge qui développent des approches plurielles, articulant un suivi éducatif, des soins pédopsychiatriques et aussi souvent des modalités d'intervention thérapeutique renouvelées, des approches nouvelles pour la prise en soin des enfants. Et vous pourrez retrouver encore une fois ces présentations dans les actes de ces journées début 2023. Voilà, pour terminer cette présentation rapide, il faut rappeler que la littérature souligne l'importance primordiale pour permettre aux enfants de tirer profit des soins qui leur sont prodigués en matière de santé, l'importance primordiale d'apporter une réponse adaptée et de haut niveau à l'ensemble de leurs besoins fondamentaux spécifiques, dont je rappelle que la conférence de consensus les a établis au nombre de 7. Ces travaux encouragent à porter une attention particulière au bien-être des jeunes dans leur quotidien, notamment à leur alimentation, à leur sommeil, à leur accès à la culture, comme au respect de leurs droits au loisir et au repos. Et c'est en particulier ce qu'ont indiqué de jeunes adultes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance et qui ont participé à cette journée du 23 septembre de rencontre ASE pédopsychiatrie,
À l'occasion de cette participation, ces jeunes ont construit une réflexion partagée qu'ils sont venus évoquer devant les participants. Et dans leur présentation, ils ont notamment insisté sur les loisirs en soulignant, je les cite, « Les loisirs, c'est une grande aide pour la santé mentale. Cela nous donne corps et âme. Il faut accompagner le jeune à trouver le loisir propre qui lui permet de s'exprimer. » Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite la parole à Christophe Bielki. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce dispositif. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Pour vous présenter ce dispositif et pour faire un petit retour, un arrêt sur image sur comment il se met en œuvre sur notre département, les Pyrénées-Atlantiques. Donc, comme l'a dit Pierre Stecker tout à l'heure, nous évoquions nos chantiers permanents dans la protection de l'enfance. Et sur le 64, nous sommes sur un gros chantier en ce moment, car il s'agit tout simplement de reprendre notre rôle de pilote en protection de l'enfance. Ce qui n'est pas une mince affaire, comme vous pouvez vous en douter. Donc, on rebalait les organigrammes, les fiches de poste, les procédures, les liens partenariaux, la sécurisation des pratiques. Donc, moult de chantiers ouverts. Et au milieu de tous ces chantiers, nous avons ce dispositif santé protégée qui pour moi, est une réussite. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de vous le présenter avec beaucoup d'humilité. Car nous sommes sur une expérimentation, 4 départements, enfin 5 partenaires, mais 4 départements, avec beaucoup de questions encore, comme dans toute expérimentation. Donc ma présentation, elle sera assez simple et succincte, mais ça c'est destiné vraiment à pouvoir alimenter les échanges que nous aurons ultérieurement. Donc pour débuter, on va présenter le dispositif d'une manière générale. Ensuite, on vous présentera les chiffres clés sur le 64 et qu'est-ce qui a été frein ou levier chez nous, pour ensuite aborder les perspectives. Donc, dans la présentation du dispositif, comme vous le verrez, il y a la genèse, la base légale et les modalités opérationnelles. Je vais essayer de passer vite pour gagner du temps, pour qu'on puisse échanger en suivant. Donc la genèse, tout le monde, la littérature nous explique assez bien les choses et on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Ce qui est compliqué, c'est de le mettre en œuvre. Donc effectivement, nous savons très bien que nos enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont des publics particulièrement vulnérables, qu'il y a un impact de toutes les violences qu'ils peuvent subir sur leur santé. Les études réalisées, notamment celle du docteur Rousseau, montrent que la prise en charge précoce des troubles des enfants amène à une meilleure évolution de ces enfants. Donc ça, nous le savons. Il y a le programme Pégase, tout à l'heure Madame Houy en a parlé, et le rapport du défenseur des droits. Donc, encore une fois, la littérature est assez claire et je crois que ce n'est pas ça qui fait débat. Mais ce qui fait débat, c'est comment on transforme l'essai. Donc la base légale, elle est assez simple. C'est un projet qui est piloté par la DGCS, fortement initié et piloté et accompagné par le docteur Vabre. Expérimentation dans le cadre de l'article 51 sur 4 ans, donc de 2019 à 2023. 3 départements retenus au départ, mais rejoints par la Seine-Saint-Denis et la PJJ en 2021. Donc il s'agit de la Loire-Atlantique, Haute-Vienne, Pyrénées-Atlantiques, et donc Seine-Saint-Denis et la PJJ de Haute-Loire, de Loire-Atlantique, excusez-moi, depuis 2021. Ça, c'est le cadre légal. Le dispositif, il est destiné à toucher l'ensemble des enfants qui sont confiés, quelle que soit la modalité d'accompagnement, donc administrative ou judiciaire, qu'ils soient confiés ou qu'on puisse les accompagner depuis le domicile. Donc, il y a un objectif cible de 70% des enfants qui nous sont confiés et de 25% des mineurs qui sont accompagnés depuis le domicile. Donc, pour le 64,
Cela représente 1468 enfants et adolescents. Donc nous avons 1900 enfants qui nous sont confiés et 1850 enfants qui sont accompagnés depuis le domicile. Donc nous avons voilà, à peu près 3600 enfants accompagnés. Et nous voyons bien que l'objectif cible, c'est 1468 enfants. Donc c'est un objectif qui est certes modeste, mais qui permet d'expérimenter nos pratiques et qui nous permet de repérer tous les points d'attention qu'il faudra et tous les freins qu'il faudra lever si le jour où ce dispositif sera étendu. Voilà. Donc c'est bien un parcours de soins coordonné, ça c'est la philosophie même du dispositif. Pour tous les mineurs, il est coordonné et il part sur un bilan initial complet. Donc un des points qu'ont fait ressortir les différentes recherches, c'est que moins d'un tiers de ces bilans initiaux sont réalisés. Donc le parcours de soins coordonné, il permet de partir d'un bilan initial et ensuite de renouveler ce bilan chaque année. Donc les trois principes clés de notre dispositif, c'est un forfait annuel de 430 € qui est mutualisé sur l'ensemble des enfants, le principe d'un médecin référent qui puisse l'accompagner tout au long de son parcours, et une structure de coordination qui est le DAC, donc le dispositif d'appui à la coordination, qui est porté chez nous par la PTA. Donc ça, ce sont les trois grands principes qui régissent ce dispositif, avec, allez-y, je vous en prie, avec la PTA, donc, qui est le dispositif d'appui et de coordination, qui est chargé de pouvoir, qui est chargé d'accompagner tous les référents et les personnes qui accompagnent l'enfant dans son parcours de soins. Concrètement, c'est notre collègue Jean-Paul Arène qui est là et qui pilote ce dispositif au sein de notre département, dit souvent que le DAC, c'est le bras droit santé des professionnels de l'ASE, car il permet vraiment de faire un trait d'union entre le monde de l'éducatif et du médico-social avec le sanitaire. Donc le DAC est un outil très très important, car certes il est là en appui, mais il veille aussi à la réalisation du bilan de santé annuel. Il sert un petit peu d'alerte dès que les bilans de santé ne sont pas réalisés. Il suit les préconisations, il aide au déploiement de PACO-Globule et de MS Santé auprès de nos partenaires et de nos équipes, et il anime le réseau partenarial. Donc c'est un partenaire qui est vraiment, c'est vraiment important et c'est vraiment le cœur du dispositif, c'est cette coordination du parcours santé. Nous le verrons tout à l'heure, mais c'est vraiment ce trait d'union qui manque. Et tout le travail qui est mené, il est mené en termes de communication, de coordination et d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Donc nous voyons sur les départements cette coordination mise en place par les DAC, sauf sur la Haute-Loire, où c'est piloté par le centre hospitalier, le CHU. Donc l'expérimentation nous montrera les avantages et les inconvénients de chacune de ces formules. Je parle PACO-Globule, tout le monde ne doit pas connaître, c'est un système de coordination sécurisé des données de santé, qui est un outil développé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a quelques outils qui sont développés au niveau national, et celui-ci est plutôt efficace. Donc là aussi, l'évaluation de l'expérimentation nous amènera des éléments, et dans la mise en œuvre et quand ce dispositif sera étendu, nous verrons bien quel outil sera utilisé. Mais c'est vraiment important d'avoir des outils sécurisés pour pouvoir communiquer sur l'état de santé des enfants.
Et nous voyons bien que ça vient grandement fluidifier le parcours des enfants, parce qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé qui interviennent, grâce à ces outils techniques et sécurisés, peuvent avoir accès à des éléments quasiment en temps réel, alors qu'un enfant peut être suivi sur Marseille, on peut récupérer un bilan de santé réalisé auprès d'un autre partenaire, et ça permet d'intervenir d'une manière sécurisée et fluide. Voilà. Ça, c'est quand même sacrément important, et le DAC a beaucoup aidé au déploiement de cet outil. Sur le 64, donc en octobre, nous sommes sur 524 mineurs, donc nous avons actualisé les chiffres depuis qu'on a envoyé le PowerPoint. 524 mineurs inclus, 44 situations clôturées, avec 281 bilans initiaux réalisés et 50 bilans actualisés. Donc, c'est important de voir le ratio entre les bilans initiaux réalisés et le nombre d'inclusions. Je m'explique, on peut tout à fait avoir beaucoup d'inclusions et très peu de bilans initiaux réalisés, parce que il a fallu travailler avec nos référents pour inclure les enfants dans ce dispositif, et tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension des enjeux autour de la santé, et il a fallu réaliser un vrai travail d'accompagnement de nos référents sur ce dispositif et sur l'intérêt du suivi santé rapproché pour les enfants que l'on accompagne. Donc sur notre département, nous sommes assez fiers de ce ratio entre le nombre de bilans réalisés par rapport au nombre d'enfants inclus dans le dispositif. Nous sommes quand même après relativement loin d'une situation idéale, parce que 524 inclusions sur 3600 enfants, nous sommes à 13% d'enfants inclus dans le dispositif. Mais nous sommes dans une expérimentation, et en ce moment, ces 500 inclusions nous ont amené à nous poser 1000 questions sur la RGPD, sur l'état de connaissance de nos collègues et de nos référents, de nos partenaires sur l'importance du bilan de santé dans l'accompagnement de l'enfant, de déconstruire des représentations auprès de nos partenaires. Donc ces 500 inclusions et ces 280 bilans sont vraiment, pour moi, une réussite dans cette expérimentation. Nous voyons que dans cette inclusion, enfin ces différentes inclusions, nous avons pu faire participer 67 personnes extérieures, donc 30 psychologues, 30 psychomotriciens et 7 ergothérapeutes, dans l'accompagnement des enfants confiés. Donc nous voyons bien 67 prises en charge sur 281 bilans. Donc nous voyons bien que ce n'est pas un recours massif à tous ces partenaires, mais on essaie vraiment d'avoir un accompagnement à la carte sur chacun des enfants, et c'est vraiment intéressant. En termes de partenariat, donc j'en ai parlé, nous sommes à un peu plus de 85 partenaires engagés, mais dès que l'on compte l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce dispositif, on est un peu plus de 200 partenaires, donc le centre hospitalier, le CPAM, les CPAM et tous les acteurs. La CPAM, nous avons une convention avec eux par rapport au MNA, et le bilan de santé réalisé pour les MNA vont servir de bilan de santé initiaux pour les enfants, pour les MNA. Donc voilà, c'est un partenariat très riche et qui est animé par le DAC chez nous. En termes de freins, donc le Covid n'a pas aidé, même s'il a permis quand même d'avoir une focale particulière sur l'état de santé psychique des enfants confiés. Mais dans la mise en œuvre d'un dispositif rassemblant moult partenaires, c'est vrai que la période de Covid a été frein. C'est un dispositif à cheval entre le sanitaire et le social et le médico-social, donc il y a quand même un fossé entre
entre la représentation que peuvent avoir nos référents et nos équipes ASE de l'importance du volet santé et le sanitaire. Donc, on va le voir après, l'importance de la communication a été relevée lors de cette expérimentation. Un des freins, c'est des équipes ASE et PMI souvent incomplètes, avec une absence de médecins de protection de l'enfance. Il est évident que quand un référent doit se charger de 2 ou 3 portefeuilles, il attache un petit peu moins de temps à se lancer dans un dispositif expérimental. Donc on enfonce des portes ouvertes, mais c'est nos réalités. Donc voilà sur les freins. Concernant les leviers, c'est un portage politique très fort du département et de l'ARS, avec une promotion de ce dispositif très large auprès de nos équipes et des partenaires. Donc c'est un coportage fort et qui a été impulsé sur notre département par notre directeur général adjoint, M. Olivier Hiroux, à l'époque, qui était convaincu de l'intérêt d'avoir cette focale sur le volet santé des enfants et qui se désolait de voir à quel point cette focale n'était pas dans notre quotidien. Donc, dès que cette expérimentation a été proposée, on a été volontaire et toute l'équipe d'élus a été partie prenante. Donc, ce portage politique fort, il est pour moi central parce qu'il déclenche ensuite un accompagnement de proximité auprès de toutes nos équipes. Une mobilisation de moyens de communication. Donc, on a édité un petit livret que nous avons ici. Monsieur Arène en a amené plusieurs exemplaires et on pourra le distribuer à quelques-uns si vous le souhaitez. Donc c'est un livret de présentation initialement utilisé par nos référents pour aborder ce point-là avec les parents, mais qui nous sert grandement pour l'ensemble de nos partenaires et de nos référents pour expliquer ce dispositif. Donc un travail avec le Conseil de l'Ordre pour informer tous les médecins généralistes et un accompagnement de ce dispositif auprès de nos équipes ASE. Donc le levier, c'est la communication, plus. Dans les perspectives, donc une volonté de simplifier et d'harmoniser nos documents, notamment sur toute la partie santé des enfants, d'inscrire santé protégée au cœur des missions des professionnels de l'ASE, de créer des relais dès que les jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance, d'essayer de créer un lien avec Mon Espace Santé. Donc nous sommes en lien étroit avec la CPAM à ce sujet. Il n'y a pas de perspective à court terme, mais il est indispensable qu'il y ait un lien entre tout le travail qui est mené sur toute la durée de l'accompagnement des enfants à l'ASE et ce lien avec Mon Espace Santé dès que celui-ci sera étendu. Donc des perspectives intéressantes, en sachant que nous sommes sur normalement 2023, la dernière année de l'expérimentation, mais nous sommes plutôt optimistes sur une année peut-être supplémentaire d'expérimentation, ce qui nous permettrait de pouvoir peaufiner encore plus nos observations. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais juste terminer sur un point. J'ai introduit sur le chantier relevant du pilotage de la politique publique. Il n'est pas neutre du tout, notamment sur le volet santé, car nous voyons bien que nous sommes beaucoup sur des questions de recherche de place, des questions de ressources humaines au sein de nos équipes. Et ce rôle de pilote, il va vraiment nous aider à expliquer l'objectif final attendu et de resituer l'objectif, le volet santé comme étant central dans l'accompagnement des enfants. Il y a un énorme travail de formation de nos équipes à ce sujet-là. Nous le voyons dans le cas de l'expérimentation avec quelques-uns qui sont convaincus et d'autres qui sont réfractaires, car ils ont une vision de la santé avec une absence de maladie. Et ce qui peut s'entendre, c'est pas pour rien si l'OMS a fait des travaux à ce sujet et si toute la littérature tourne autour.
Il faut vraiment faire un travail de formation et d'accompagnement de nos équipes sur l'importance de ce volet santé dans l'accompagnement des enfants. Le docteur Vabre a souhaité insister sur tout le volet somatique. Et elle l'a très bien expliqué, et c'est pour ça que ce bilan de santé initial, il est sur des questions très pratico-pratiques de problèmes de pied, de dents, de vue, ce qui peut sembler complètement normal, mais ce qui est complètement anormal pour le coup, c'est que nos enfants qui nous sont confiés ont quand même des suivis de santé moins performants et moins complets que les autres enfants, ce qui est quand même un comble. Donc ce rôle de pilote nous aide à resituer le volet santé dans le projet pour l'enfant, de resituer aussi nos équipes PMI au sein de nos organisations, car nous avons encore une partie de nos équipes qui pensent que le médecin PMI est là pour suivre le volet santé de tous les enfants confiés. Donc c'est une expérimentation qui est très très importante pour nous, pour recaler notre organisation, recaler le volet santé dans le projet pour l'enfant, et tout ça pour le bien des enfants et de nos équipes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.